Bienvenue pour la version longue de la vidéo de présentation des coordonnées sphériques. Commençons par en donner une définition précise. On considère un point M de l'espace dans un repère orthonormé OIJK. Donc ici, l'axe des abscisses qui vient vers nous est porté par le vecteur I, le vecteur J porte l'axe des ordonnées, et le vecteur K va porter l'axe des Z qui est vertical. Donc, on peut définir à partir de M son projeté orthogonal sur le plan qu'on voit au sol qui est X ou Y, et on va définir dans un premier temps de façon classique les coordonnées cartésiennes X, Y et Z, mais maintenant on a aussi les coordonnées sphériques R, θ, φ. Donc R est défini comme la distance OM. θ, c'est l'angle orienté entre le vecteur I et le vecteur OH, qu'il faut donc voir dans le plan X ou Y. Et φ, c'est l'angle orienté OH entre les vecteurs OH et OM, qu'il faut donc voir dans le plan OHM, qui est ici sur le dessin. Donc, comme R c'est la distance OM, R est toujours positif ou nul. Donc on peut regarder sur le dessin une version différente pour une valeur de R différente. Pour θ, c'est un angle qui est dans l'intervalle 0,2π. Donc on peut voir que ça fait la variation, si on veut, dans le plan au sol toujours. Et puis φ, lui, il est dans l'intervalle moins π sur 2, π sur 2. Et donc, si on prend pour des valeurs identiques de R et de θ, des valeurs de φ différentes, ça nous donne ceci, ou alors cela. Et donc, on a vraiment les trois coordonnées ici, R, θ, φ, qu'il faut bien considérer avec ces conditions précisées ici. Donc, il faut bien faire attention à une chose, c'est que lorsque on a un point qui est donné dans l'espace, il n'y a qu'un seul triplet x, y, z correspondant à ce point-là. Et pour les coordonnées sphériques, c'est pareil, à condition que l'on respecte justement les trois conditions évoquées précédemment. Donc si on prend un exemple, quand on prend le point de coordonnées cartésiennes x, y, z égale 0, 2, 0, c'est-à-dire que ça fait le point qui est ici, là, sur le dessin, et pour ce point-là, quand on regarde les coordonnées sphériques, eh bien, le R va être égal à 2, parce que c'est la distance de l'origine au point. L'angle θ ici, ça va donner π sur 2, et l'angle φ va donner 0. Et il n'y en a pas d'autre possibilité, parce que on a imposé que θ est dans 0,2π, donc si θ avait été dans R, comme possibilité, on aurait eu π sur 2, mais on aurait eu aussi π sur 2 plus 2π, ou π sur 2 plus 4π, mais là c'est pas possible, puisque θ est imposé dans l'intervalle 0,2π. Et pareil pour φ, qui vaut ici 0, mais ça aurait pu être, on aurait pu se dire que ça pouvait être 2π, par exemple, mais non, puisque on impose φ dans cet intervalle-là. Et c'est essentiel de bien tenir compte de ces trois conditions-là lorsque l'on va appliquer la formule de changement de variable dans une intégrale triple, lorsqu'on va basculer en coordonnées sphériques. Donc ça, c'est essentiel pour la suite. Et dernière chose, il se peut que l'on croise des fois des coordonnées sphériques avec θ qui est non pas pris dans 0,2π, mais dans moins π, et ça marche également très bien, et on a, en imposant cette condition-là, on aura aussi une unicité du triplet Rθ φ, donc pas de souci pour les changements de variables dans une intégrale triple. Bon, autre chose dont il faut se méfier, c'est que lorsque l'on voit les coordonnées cylindriques R, θ, z, le R des coordonnées cylindriques, c'est la distance OH, donc qu'on voit ici sur le dessin. Mais, comme on vient de le voir, pour les coordonnées sphériques, qui se notent aussi R, θ, φ, le R, c'est pas le même R que dans les cylindriques, puisqu'ici R, c'est la distance OM. Donc il faut pas faire un méli-mélo entre les deux, et être bien conscient de cette définition-là de R pour les coordonnées sphériques. Et dernière chose dont il faut faire attention, eh bien c'est la version que l'on utilise ici
pour les coordonnées sphériques, parce que selon les documents que vous allez trouver à droite ou à gauche, que ce soit des livres ou des documents sur Internet, eh bien, tous les gens n'utilisent pas les mêmes coordonnées sphériques. Donc dans l'esprit, c'est la même chose, mais dans le détail, ça change les formules, évidemment, à certains endroits. Donc parfois, on voit les coordonnées sphériques comme ici, c'est-à-dire c'est le même R, le même θ que ce que j'ai pris ici. Par contre, l'angle phi, c'est l'angle phi qui est fait entre le vecteur k qui donne la direction de l'axe des z avec OM. Donc c'est-à-dire que le phi rouge qui est ici, c'est en fait pi sur 2 moins le phi vert que j'utilise. Et parfois, c'est même encore plus compliqué à suivre, parce que l'angle θ, qui ici s'appelle parfois phi, et l'angle phi s'appelle parfois θ. Et c'est même parfois aussi, le R s'appelle ρ. Donc il faut toujours faire attention. Quelle est la version utilisée? Et ça veut aussi dire que lorsque vous utilisez les coordonnées sphériques, vous devez préciser, en faisant un petit dessin, quelle est la version que vous utilisez, pour qu'on puisse vous suivre facilement. Bon, en tenant compte de ça, maintenant, on peut continuer et aller chercher le lien entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphériques. Donc évidemment, je m'appuie sur la définition que j'ai utilisée au début de la vidéo, et on va donc chercher exprimer x, y, z en fonction de r, θ et phi. Donc pour parvenir à cela, il faut commencer par travailler dans le triangle qui est ici au sol, O, grand X, H, sachant que grand X, que j'ai noté ici aussi, grand X c'est le point de coordonnées cartésiennes x, 0, 0. Donc quand on travaille dans ce triangle rectangle au point qui est ici, donc au point grand X, eh bien on va pouvoir calculer le cosinus θ, qui nous donne OX sur OH, puisque c'est le côté adjacent sur hypoténuse. Ça nous donne X, donc la première coordonnée cartésienne, divisée par OH. Donc en multipliant par OH des deux côtés, on obtient X est égal à OH cos θ. Donc pour l'instant, on s'arrête là-dessus. On reviendra sur OH dans quelques secondes. Et de la même façon qu'on a pu calculer le cosinus de θ, on va maintenant calculer son sinus. Et sinus θ, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Ça nous donne Y sur OH. Donc là encore, on multiplie par OH des deux côtés, et ça nous donne Y égale OH sinus θ. Donc on obtient d'une part X qui vaut OH cos θ, et Y qui vaut OH sinus θ. Donc pour pouvoir aller plus loin dans le raisonnement, et obtenir justement X, Y et Z en fonction de R, θ et phi, il va falloir trouver des informations sur OH. Alors pour cela, OH étant à cet endroit sur le dessin, on va aller travailler dans le triangle OHM maintenant. Donc le triangle OHM, il est rectangle en H, il permet de définir l'angle phi, et donc on va pouvoir faire encore de la trigo à partir de cosinus et sinus du nombre phi. Donc on commence par le cosinus. Donc cosinus phi, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc ça va nous donner OH divisé par R. Et donc en multipliant par R des deux côtés, on obtient OH égale R cos phi. Donc ça, c'est le cosinus qui nous donne cette information-là. Et si on travaille avec le sinus, on obtient HM sur OM, qui est en fait Z divisé par R. Et donc ça va nous donner, en multipliant par R des deux côtés, Z égale R sinus phi. Donc on obtient globalement OH qui vaut R cos phi, et Z qui vaut R sinus phi. Donc maintenant, on va combiner ces informations-là avec les informations qu'on a obtenues juste avant. Donc on commence par X, X c'est OH cos θ, mais OH on a dit que c'était R cos phi, donc ça va faire X égale R cos phi fois cos θ. Et donc ça nous donne R cos phi fois cos θ, donc mis dans un autre ordre, mais c'est R cos θ cos phi. Pour Y, OH sinus θ, mais OH c'est R cos phi, donc ça fait R cos phi sinus θ, donc R sinus θ cos phi. Et Z, directement, c'est R sinus phi. Donc ici, ce qu'il y a à retenir,
c'est qu'on a réussi à exprimer x, y et z en fonction de r, θ et φ. Et donc on a exprimé les coordonnées cartésiennes à l'aide des coordonnées sphériques. Et si jamais vous ne réussissez pas à retenir par cœur ces résultats-là, il faut réussir à retrouver ces résultats en s'appuyant sur le dessin en 3D et sur les deux triangles rectangles, comme on a procédé précédemment. Alors, pour terminer cette vidéo, on va parler de volumes élémentaires. Donc, on va parler des volumes élémentaires pour les coordonnées cartésiennes, puis ensuite pour les coordonnées sphériques. Donc, pour les coordonnées cartésiennes, on part d'un point M de coordonnées cartésiennes x, y, z, et on va imaginer que x, ici, va varier d'une petite quantité dx, donc qui va suivre l'axe rouge des abscisses ici. Et on va reporter ce dx là au niveau de m, et donc il va nous donner ça. On fait pareil en y varie d'un petit dy qu'on va retrouver ici, et donc déjà dans un premier temps, à partir de m, ça nous permet de définir le point m' qui a pour coordonnées cartésiennes x plus dx, y plus dy et z. Mais on peut aussi faire une variation petite de z qui est dz, qu'on va reporter là, et ça nous permet de décrire d'une part un point m seconde avec ses coordonnées cartésiennes-ci, et ça permet surtout aussi de décrire un petit volume, si on veut, qu'on obtient ici, qui est en fait un parallélépipède rectangle. Et comme les quantités dx, dy, dz, il faut imaginer que ce sont des quantités infiniment petites, il faudrait même imaginer sur ce dessin-là un parallélépipède rectangle bien plus petit, comme ici. Mais bon, comme on n'y voit pas grand-chose, on préfère prendre un peu plus de place. Mais dans l'esprit, c'est vraiment un tout petit volume qui a été décrit ici, et le volume du parallélépipède, là, du parallélépipède rectangle, c'est obtenu forcément en faisant longueur fois largeur fois hauteur, si on veut, donc dx fois dy fois dz. Donc ça, en coordonnées cartésiennes, c'est relativement simple à gérer. Quand on passe aux coordonnées sphériques, on fait la même chose, on part d'un point M de coordonnées sphériques r, θ, φ, et on va faire varier chacune des variables d'une petite quantité. Donc on commence par r, donc si r varie d'une petite quantité dr, ça nous amène cette quantité-là sur le dessin. Maintenant, alors on va d'abord faire phi qui va varier d'une petite quantité dφ. Donc phi, c'est l'angle qui est dans le plan OHM ici. Donc quand phi varie d'un certain dφ, on reste dans le plan OHM et on va faire tourner à partir du point M. On va avoir un arc de cercle là, qui tourne comme ça d'un angle dφ. Et ça permet, en combinant avec la variation de dr ici, ça nous donne un point noir en haut qui a pour coordonnées sphériques r plus dr, θ et phi plus dφ. Et maintenant, on va faire varier θ d'une quantité dθ. Donc θ, il est au sol. Donc quand on fait varier θ d'une quantité dθ au sol, ici on a un dθ qui varie. Si on veut le faire, la répercussion là au niveau de m, eh bien c'est cette variation de dθ dans un plan horizontal, il faut la faire varier ici dans le plan horizontal à hauteur z, ce qui nous donne cette version-là du dessin. Et donc à partir de m, on a un arc de cercle ici orange qui décrit la variation de dθ. Et donc à l'arrivée, si pour tous les points on leur fait faire dans un plan horizontal, on fait varier de dθ, on a tous ces nouveaux points-là, et globalement, ça nous fait décrire un certain solide là, qui a ce qu'on appelle un volume élémentaire. Donc si on enlève un peu les dessins de construction, ça nous donne une version légèrement plus allégée, et l'idée maintenant c'est de trouver le volume obtenu ici. Donc quand on cherche à décrire ce volume-là, il faut encore avoir en tête que dr, dθ et dφ sont des quantités petites, donc tous les côtés de ce solide, si on veut, sont très petites, et on va pouvoir assimiler ce solide-là à un parallélépipède rectangle. Et donc quand on va vouloir calculer le volume, bien, le volume, ça va être la longueur mauve ici, multipliée par la longueur verte qui est ici, multipliée par la longueur orange qui est ici. Donc maintenant, il faut aller chercher chacune de ces quantités-là.
Donc pour commencer, la longueur mauve dr, directement, c'est dr, et on va multiplier par la longueur verte qui nous intéresse ici. Donc pour trouver cette longueur-là, on va regarder dans comment elle est définie, et donc comment elle a été définie, c'est en partant de l'angle défi ici. Donc on a balayé un angle défi, mais le rayon de l'arc de cercle c'est OM. Donc ça nous donne pour la longueur verte, OM fois l'angle balayé qui est défi. Mais OM c'est R, donc ça nous fait R défi. Donc pour le volume, on a dr pour commencer, multiplié par l'autre longueur qui est donc R défi. Et il nous faut maintenant la troisième longueur qui est l'arc de cercle orange qui est là. Donc pour cet arc de cercle là, il faut travailler dans ce plan horizontal qui est ici à hauteur Z. Donc on a un arc de cercle avec l'angle balayé qui est dθ et le rayon c'est Zm, en disant que grand Z c'est le point qui est là avec l'ordonnée petit z, enfin pas l'ordonnée, la troisième coordonnée en cartésien qui est là petit z. Donc ça va nous donner pour la longueur mz fois l'angle balayé dθ, sauf que mz qui est ici c'est la même longueur que la longueur OH, donc du coup on a OH dθ. Et si on repense à ce qu'on a fait tout à l'heure, pour exprimer les coordonnées cartésiennes en fonction des coordonnées sphériques, OH on l'a déterminé en travaillant dans le triangle rectangle OHM, et on a vu que OH c'était R cos phi. Donc on a la longueur orange, c'est R cos phi fois dθ. Et donc ça nous donne la troisième valeur qu'il nous fallait pour calculer le volume que l'on cherchait à calculer. Donc maintenant on va voir R multiplié par R qui vaut R au carré, multiplié par cos phi, et multiplié par les trois différentiels qui sont dr, dθ et dφ. Donc précisément, le volume élémentaire, dv, c'est R carré cos phi fois dr fois dθ fois dφ. Donc en résumé, on a la version en cartésien et la version en sphérique. Donc a priori, on pourrait s'arrêter là pour cette vidéo, et on a vraiment fait le tour de l'essentiel de ce qu'il y a à savoir pour gérer le changement de variable en coordonnées sphériques dans une intégrale triple. Cependant, en bonus, on va revenir sur le volume élémentaire en coordonnées sphériques, puisque comme on l'a obtenu ici, R carré cos phi, dr, dθ, dφ, en faisant des approximations, puisqu'on a dit que en gros, les arcs de cercle vert et orange étaient suffisamment petits pour être assimilés à des segments, eh bien on va obtenir ce résultat-là sur le volume élémentaire par un calcul plus rigoureux, si on veut, mais qui est un peu plus théorique aussi, mais ça peut être intéressant de savoir que ça existe, et ça permet de parler un petit peu de matrice jacobienne et de jacobien. Donc le point de départ, c'est d'utiliser les résultats obtenus en faisant x, y et z exprimés en fonction des variables r, θ, phi, puisqu'on peut voir du coup que x, y et z sont des fonctions des trois variables r, θ et phi. Donc ça permet de définir la matrice jacobienne qu'on va appeler J, donnée par les dérivées partielles des fonctions x, y et z par rapport aux variables r, θ, phi. Quand on fait ces calculs-là à partir des formules qu'on a là dans le rectangle rouge, on obtient cette matrice carrée de taille 3 avec forcément les expressions obtenues après avoir dérivé partiellement. Et une fois que l'on a ça, eh bien on va calculer ce qu'on appelle le jacobien du changement de coordonnées, qui n'est rien d'autre que le déterminant de la matrice jacobienne. Donc la matrice jacobienne ici c'est J, donc son déterminant c'est det de J, qui donne les matrices qu'on a obtenues mais notées avec des barres verticales pour bien désigner le déterminant de la matrice. Et donc maintenant ce qui nous intéresse c'est le calcul de ce déterminant-là. Donc pour calculer ce déterminant, on va remarquer dans un premier temps qu'on a sur la deuxième colonne, on a R cos phi qui est en facteur de tous les termes, et on a R qui est en facteur de tous les termes de la troisième colonne. Donc par les propriétés sur le déterminant, on va pouvoir mettre R cos phi fois R en facteur devant le déterminant, et après il reste plus qu'à calculer le dernier déterminant qu'on a ici.
donc enfin le seul d'ailleurs surtout. Et comme on a un 0 ici en dernière ligne, on va développer ce déterminant de taille 3 par rapport à la dernière ligne. Donc ça va nous donner sinus phi multiplié par le signe associé, mais on a toujours un plus en haut à gauche, donc plus, moins, plus, donc là c'est sinus phi fois plus 1 fois le mineur associé, plus 0 fois le signe associé qui est en fait un moins, puisqu'on a dit que c'est plus ici, multiplié par le mineur associé, mais comme c'est multiplié par 0, ça va juste donner 0, et puis après plus cos phi multiplié par le signe associé qui va être plus, multiplié par le mineur correspondant, qui est le mineur qu'on a ici. Donc, une fois qu'on a ça, on se rend compte qu'il ne reste plus maintenant que deux déterminants de taille 2 à calculer, donc le bleu et le mauve. Donc pour le bleu, on va aller calculer ça de façon classique. Donc on aurait deux versions possibles, soit on voit par exemple sinus phi qui est là en facteur de la deuxième colonne, donc on pourrait le mettre tout de suite en facteur. Bon là c'est pas le choix que j'ai fait, je me suis juste dit là qu'on a un déterminant de taille 2, donc on sait calculer ça en faisant terme en haut à gauche fois terme en bas à droite, moins terme en haut à droite fois terme en bas à gauche. Et quand on fait ça, on récupère sinus carré θ sinus phi plus cos carré θ sinus phi. On peut mettre sinus phi en facteur, on savait déjà, parce que par rapport à la remarque que j'ai faite tout à l'heure sur sinus phi qui apparaît en facteur dans la deuxième colonne. Mais quand on met sinus phi en facteur, on récupère sinus carré θ plus cos carré θ. Donc ça, formule classique de trigonométrie, on est sûr que cette somme des deux carrés là vaut 1, et donc ça fait sinus phi fois 1, donc ça fait sinus phi. Donc maintenant, le déterminant bleu qui est ici, on sait qu'il vaut sinus phi. Donc ici, on remplace par sinus phi, et maintenant on calcule le déterminant en mauve. Donc on va procéder de la même façon, on calcule ça de façon classique, on met cos phi en facteur, on récupère encore la formule de trigo habituelle, si on peut dire, cos carré θ plus sinus carré θ égale 1 pour tout θ dans R, et donc ça nous donne cos phi. Donc là, le déterminant mauve, il vaut cos phi. Sauf que maintenant, on voit que sinus phi fois sinus phi plus cos phi fois cos phi, c'est encore sinus carré phi plus cos carré phi, qui vaut 1, et donc ça nous donne r carré cos phi pour le déterminant de la matrice jacobienne. Donc ça veut dire ici que le jacobien du changement de coordonnées pour passer de coordonnées cartésiennes aux coordonnées sphériques, ce jacobien-là, c'est r carré cos phi. Et en fait, il y a un résultat qui annonce que le volume élémentaire dv en coordonnées sphériques, il est égal à la valeur absolue du jacobien, donc valeur absolue de r carré cos phi, fois dr dθ dφ. Bon, ici, r carré, il est toujours positif, puisque c'est le carré d'un nombre réel, et cos phi, comme phi, il est obligatoirement dans l'intervalle moins pi sur 2, eh bien le cosinus de phi, il est forcément positif. Donc la valeur absolue de r carré cos phi, c'est en fait r carré cos phi. Et donc on retrouve bien le raisonnement qu'on avait fait dans un premier temps, même si on avait utilisé quelques approximations. Et voilà, nous sommes maintenant prêts pour la prochaine vidéo, dans laquelle nous allons calculer une intégrale triple en effectuant un changement de variable en coordonnées sphériques.